Bonjour, donc moi je suis Marc Vaudio, je travaille à la DSI des Galeries Lafayette depuis, ça fait 10 ans maintenant, donc je ne travaillais pas du tout dans le monde de la data avant. Et en fait, il y a 3 ans, on a lancé le projet de monter un data lake basé sur du on-premise avec du Cloudera, ce genre de choses. Donc on a fait cette étape-là pendant 1 an et demi, et après on a décidé en fait de migrer sur Google Cloud Platform. Voilà. Et donc moi je suis responsable en fait de la mise en place de ce data lake au sein de la DSI, de l'ensemble du projet. Je fais aussi PO, enfin voilà quoi. Enfin faut être assez complet, mais je pourrais revenir sur ces aspects-là. Rabi Hassan, bonjour. Je suis directrice de la connaissance client aux Galeries Lafayette. Je suis là depuis un peu moins d'1 an, donc ça ne fait pas aussi longtemps que Marc. Et moi, je suis entre guillemets la première consommatrice de data. Je suis arrivée justement au moment de la mise en place de ce cloud, de notre data lake dans le cloud. Et j'ai une équipe de data scientists et de data analysts qui servent tous les différents métiers en analyse, en reporting et en use case orienté data. Bonjour, Adrien Pellegrini. Donc moi, je suis partenaire d'une petite startup qui s'appelle BlueDME. BlueDME, donc ça a 4 ans et en fait on a eu une histoire qui a été en 2 temps. Une histoire au début sur un produit on-premise d'échange de données, et aujourd'hui un produit donc sur les performances commerciales, comme l'a présenté Estelle tout à l'heure, où on a une autre souci aussi par rapport au client final, c'est que nous en tant que partenaire de ces clients finaux, on a besoin de scalabilité. Et donc le cloud a été une partie de la réponse et on essaiera d'exprimer ça un petit peu plus avec les questions derrière. Bonjour, je m'appelle Yvan Beauvais, donc je suis chez Xebia, mais je travaille en fait depuis bientôt 2 ans avec Marc et Rabi pour la mise en place du data lake chez Galeries Lafayette. Donc j'ai connu l'ancien data lake on-prem et j'ai fait la migration sur la partie Google Cloud. Donc je suis plus sur la partie technique, on va dire. Merci à tous. Je pense qu'il y a une première question qui va reprendre un peu ce que Alexis et Johan et Jérémy nous ont présenté tout à l'heure autour de qu'est-ce que le cloud a permis en termes d'activation de la donnée. Où est-ce que vous en étiez dans l'accès et le fait de donner de la valeur aux données que vous aviez avant le passage sur le cloud, et qu'est-ce que le passage sur le cloud vous a vraiment permis de faire que vous ne pouviez pas faire avant ou de mieux faire? C'est moi qui commence. Alors, comment dire donc en fait, quand je me suis présenté, j'expliquais que donc on a monté un data lake on a monté un data lake en fait sur du on-premise. Ce que tu disais, on a pris des machines chez OVH, on a monté des clusters. Là, on a pris la suite Cloudera, on a monté tous les clusters. Ça nous a pris à peu près, on va dire 3-4 mois pour commencer d'alimenter la même donnée que celle qu'on avait déjà en fait dans nos autres systèmes. Donc là, on n'est toujours pas dans le cloud. Donc en fait, on s'aperçoit que très vite, par contre, on a pu commencer à mettre à disposition des équipes de Rabi, par exemple. Ils ont commencé à pouvoir mettre en place des use cases. C'était la première chose, c'était d'arriver à démontrer sur 6 mois, c'était ça le challenge, quelle est la valeur de monter un data lake, parce que c'était au tout début, il y a encore 3 ans, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et c'était d'arriver à montrer des use cases clés. Alors il y avait des use cases temps réel, des use cases plus d'analyse, de segmentation, de scoring, de choses comme ça. Et après, globalement, après les 6 mois, je ne vais pas mentir, les use cases c'était mitigé en termes de résultats métiers. Par contre, on voyait bien que c'était toute la facilité. Puis on voyait bien tous les champs des possibles qui commençaient de s'offrir à nous. Pendant 1 an, on s'est laissé le temps de refaire d'autres use cases. Et là, pendant ce temps-là, en fait, nous, il s'est passé quelque chose dans le groupe. En fait, on a eu la Redoute qui est arrivée et qui nous a fait un très bon retour aussi par rapport à l'utilisation de Google Cloud Platform. Donc, du coup, en parlant de synergie, et au moment où on devait en fait passer en cible en fait concrètement, parce qu'on n'avait qu'une petite équipe, on était 3-4 à peu près à travailler sur la partie purement technique, plus les data scientists qui travaillaient avec nous. Donc au moment de cette mise à l'échelle, en fait, il a été pris la décision de remigrer sur Google Cloud Platform. Alors pour être honnête, moi j'étais pas super fan parce qu'en fait on avait fait tout ce travail pour monter tout ça, et là on nous dit il faut tout recommencer. Bon. Donc il y a eu des études de fait par rapport au coût, par exemple. Voilà. Donc du coup, c'était à isopérimètre. Franchement, c'était vraiment moins cher que tout ce qu'on avait. Et surtout, ça agrandissait le champ des possibles. Donc on est parti sur le passage sur le cloud. Et après, franchement, après même pas 2 mois, dès le premier mois, franchement, on a tout de suite compris. Moi, j'ai tout de suite compris qu'en fait, on prenait le bon chemin. Parce que quand on voit... on n'a plus à se soucier en fait de toute l'infrastructure qui est derrière. La maintenance, quand je voyais tout le temps que les gars ils passaient avec les plantages de yarn, enfin j'en passe et des meilleurs,
tout cet aspect-là, en fait, nous, il a été investi en fait dans la mise en place pour mettre en place les flux, et construire la solution. Par contre, il nous a été important de mettre en place. Alors, je ne sais pas combien de temps on a, parce qu'il faut un moment quand on met une pièce, je ne m'arrête plus. Mais en fait, ce qui était super important aussi, pourquoi c'était moi j'estime que c'est une réussite, je suis très fier de tout ce qu'on a fait. Mais aussi, ce qui était important, c'est que dès le départ, il a fallu bien se faire encadrer, parce que le cloud, c'est voilà, on a un cloud, on a un compte, mais après, il faut tout construire et il ne faut pas se tromper, parce que sinon, après, revenir en arrière et remodifier en fait tous les droits et toute la structure qu'on fait comme on construit notre data lake. Mais ça va bien au-delà du data lake, parce que maintenant, nous, on a plein d'autres applications qui viennent aussi autour. Donc c'est tout l'écosystème dans GCP. Et nous, on n'est qu'une brique finalement maintenant, parce que justement, après quelques mois en fait de mise en œuvre, on est un peu victime de notre succès par rapport à la mise en place de toutes ces procédures et toutes ces choses-là. Donc ça vous a permis d'aller en fait bien au-delà de la création d'un data lake. Ah oui, oui, pleinement. Et puis le champ des possibles, les gens, ils ont des paillettes maintenant quand ils en parlent. Et le problème, c'est qu'on se fait rattraper par notre succès, parce que il y a plein d'autres applicatifs qui arrivent derrière et on n'a pas encore eu le temps de mettre en place tous les process, on les a en tête. Donc c'est ce qui nous permet de vivre encore, et de survivre, j'ai envie de dire, à certains moments en termes d'exploitation de la plateforme, parce que c'est relativement simple, on n'a plus à se soucier, le taux de service, il est exceptionnel, quoi. On n'a jamais de problème. Après, bon, j'ai Yvan, il me dit peut-être pas tout, hein. Mais en tout cas, GCP plus Yvan, ça me fait un taux de service qui est quand même vraiment bon. Je te laisse parler. En matière d'activation, plutôt côté métier, qu'est-ce qu'il y a comme impact? Mais du coup, moi, je vais plutôt parler de l'après, puisque je n'étais pas là avant. Nous, en termes d'utilisation de la donnée pour les équipes, déjà, c'était révolutionnaire. En termes déjà de traitement, finalement, de la donnée, qu'on devait croiser dans plusieurs bases de données avant pour ressortir une analyse. On avait un temps de travail, finalement, qui était juste hallucinant. Aujourd'hui, quand on fait des démonstrations à nos équipes en interne, que ce soit aux directions des ventes ou bien des achats, sur les données qu'on peut sortir, toujours orientées client, c'est quelques secondes finalement de temps de requêtage, mais c'est aussi quelques secondes de temps de croisement de la donnée, puisque tout est dans le référentiel unique qui est notre data lake. En termes d'activation, nous on est sur des use cases finalement qui avaient déjà fait leur preuve, qu'on arrive à industrialiser beaucoup plus rapidement et sans trop demander de bande passante à l'IT, donc ça c'est un réel avantage. Et derrière, le sujet qui va être très important pour nous en 2019 et même en 2020, c'est la data acculturation, la démocratisation de la data, comme on disait tout à l'heure, toujours en gardant un rôle pour mes data scientists, parce que j'y tiens. Mais c'est de se dire aujourd'hui qu'on a accès à toutes ces informations-là en temps réel, qu'on croise les informations on et off, comment on donne la main au métier. Donc on a défini des niveaux de compétences ou d'appétence à la data en interne en se disant que à la direction d'achat, voilà leurs besoins métiers, voilà ce à quoi ils ont besoin d'accéder, voilà aussi comment on peut leur nourrir avec plus d'informations sur les clients, parce que c'est des informations qu'ils ne voyaient pas du tout avant, sauf quand ils faisaient des demandes à mon équipe et ça prenait un peu plus de temps de traitement. Donc on va leur donner entre guillemets un certain espace dans lequel ils auront une liberté pour requêter eux-mêmes de la data quand ils le veulent, pour accéder à des Data Studio ou à du Visual Insight, qui est notre outil de reporting interne, et pouvoir croiser des informations. Et derrière, nous, on aura plus de temps, finalement, pour traiter les sujets qui sont plus high level, qui sont plus à valeur ajoutée et qui nous permettent d'optimiser les algos qui existaient déjà, qui nous permettent de faire plus de personnalisation en online ou offline, et qui nous permet vraiment d'aller le cran au-dessus. Donc c'est vraiment ça en termes de bénéfices finalement qu'on a trouvé avec le Data Lake, mais aussi avec ce RCU qu'on a créé. Le fait que ce soit en temps réel, ça ne gâche rien, j'ai envie de dire. Et derrière, les applications sont vraiment illimitées. Alors pour sortir peut-être un peu de ce cas d'usage, nous ce qu'on a vu aussi, je vais prendre deux de nos clients, en fait un client dans l'assurance, un grand groupe, que je ne citerai pas parce que je vais dire des choses pas forcément gentilles, mais en fait on avait eu un problème chez eux qui était un des premiers problèmes qu'on a avec les archis on-premise, qui est tout simplement le matériel à disposition. Voilà. Nous, nos produits sont très gourmands, surtout en capacité de calcul. Voilà. C'est nos spécialités. Voilà, on va faire beaucoup de data science et on va être très gourmand. Souvent, quand on arrivait en fait chez un client et qu'on disait on va installer ça sur votre cluster de machines, quel qu'il soit, on est souvent dépendant de ce cluster de machines. Donc, soit il y avait la recommandation, il va falloir racheter des machines, augmenter la taille, ainsi de suite, augmenter la performance des machines intrinsèquement. Ou alors, ce qui se passait, c'est qu'on arrêtait le projet parce que notre solution ne marchait pas.
Donc ça, c'est un premier retour d'expérience qu'on a eu, et ça a été le premier point en fait positif au début du cloud, donc il y a quelques années, qui était vraiment cette proposition de scalabilité des machines. Voilà, on peut, c'est ce qui a été dit avant, on peut pour augmenter la puissance des machines sur une certaine période ou augmenter complètement sans avoir à investir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va rejoindre aussi, et là je vais prendre d'autres clients, on travaille pour le premier groupe de concession, le premier distributeur auto français, voilà, qui s'appelle Émile Frey France maintenant, PGA Motors avant. Et lui, en fait, il avait une problématique, c'est que il était déjà très digitalisé. Donc, on peut se dire, bah, le cloud, il connaît. Ses infrastructures étaient déjà plus ou moins cloud aussi, puisqu'il devait diffuser son savoir sur toutes les concessions. Il avait très bien compris le fait que ça allait aider. Et surtout, au départ, ce sont des venteurs de voitures. Et donc, les services managers, en tout cas, toute cette possibilité de supprimer quelques DevOps, en fait, sur une archi cloud. Pas tous les DevOps non plus, mais quelques DevOps, bah, ça l'avait intéressé. Par contre, sur cette problématique data science, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que le cloud, c'est plus seulement en fait ce côté scalabilité machine, c'est aussi donc les services qui sont apportés. Donc nous, on est Amazon. Vous prenez un service qui s'appelle Amazon Comprehend. Il va vous donner aussi la possibilité de faire du traitement de langage naturel de manière quasi automatique. Donc ça rejoint un petit peu la question sur l'AutoML, mais en gros, il va faciliter cette partie-là du travail. Cette partie-là du travail qui ne va pas forcément être maîtrisée par tous les data scientists. Donc oui, il en faut des data scientists, mais sur cette partie-là, NLP, Natural Language Processing, globalement, on va y passer peut-être une semaine, 2 semaines. Engager quelqu'un sur 2 semaines, bon, c'est compliqué. Et donc en fait, on a cette deuxième partie du cloud qui a permis d'activer de nombreux use cases rapidement et de faire du test and learn pour ce client-là. C'est tous ces services, tout ce qu'on peut accéder, ces solutions, cette plateforme. Maintenant, souvent le mot-clé, c'est plateforme sur le cloud. Donc vraiment deux choses qui ont changé entre avant le cloud et après, scalabilité, mais ça on l'a très en tête, et deuxième, solution à disposition. Voilà. Donc d'un point de vue business, globalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant à peu près 5-6 ans, le client il a mouliné en fait, pour faire sa solution, il a fait des trucs très bien, et depuis qu'il nous a sélectionnés, on a pu travailler avec lui sur les use cases, on a multiplié quasiment par 10 les use cases, et le ROI, on en parlera sûrement dans la dernière question, je le garde pour après. Oui, bien sûr. Je vais être rapide parce qu'on a parlé beaucoup de galeries. Sur Galerie, l'expérience entre l'ancien on-prem et le nouveau, pour moi, il se résume aujourd'hui, moi l'impression que j'ai, c'est en 2 mots-clés importants. Le premier, c'est autonomie. On donne aux utilisateurs des services managés et ils ont la doc, ils peuvent apprendre à l'utiliser ou on va les former et ils vont se débrouiller. On va plus être obligé d'être derrière pour qu'ils les utilisent. Et ça donne vraiment, c'est vraiment bien. Et le deuxième, c'est la capacité d'innover. C'est-à-dire que si côté utilisateur, ils ont besoin de tester un use case sans savoir s'il y a du ROI derrière. Avant, on aurait dû peut-être démarrer un cluster de 50 machines pour pouvoir le tester. Et on ne l'aurait pas fait parce qu'on ne sait pas s'il y a un ROI derrière. Alors que là, on peut le faire, ça ne coûtera pas grand-chose. Et si on voit que ça ne marche pas, en fait, tant pis. On a perdu peut-être 5 €. Mais c'est pas grave. Donc ça donne vraiment la capacité de faire de l'innovation sur la data sans qu'on soit obligé de faire un plan et de vérifier les coûts, etc., etc. Un petit mot pour compléter ce que Yvan dit, je suis complètement en phase avec tes 2 mots-clés. Sur la partie innovation, typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a systématisé les principes de hackathon, où justement, en une journée, on va cruncher un use case métier, et à la fin de la journée, on va sortir potentiellement avec une solution applicable qu'on peut après industrialiser, mais c'est déjà mettre en commun les besoins métiers, une équipe IT, une équipe de data scientist pour sortir un outil ou une solution innovante. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Merci beaucoup. Je pense qu'on a touché à beaucoup de sujets en même temps, ici en racontant en fait un peu ce que le cloud a permis de rendre possible. Si on devait parler justement des grandes étapes, vous avez mentionné un peu l'histoire des projets, chacun l'histoire du passage dans le cloud chez vous. Si vous deviez en fait parler de la roadmap passé et futur et surtout essayer de dessiner ce qui pour vous aurait été ou a été la roadmap, la bonne roadmap en fait, à avoir en tête quand on décide de se lancer dans le cloud. Bon, moi, pour ma partie, c'est essentiellement technique, là, vu qu'on en est quand même qu'au départ, mais d'une manière générale, c'est structurer le cloud. Ça va assez vite, il faut se faire encadrer, faut qu'il y ait ce que je disais tout à l'heure. On le structure. 2, on l'alimente. Quand on en alimente on fait toujours, les équipes, en fait, systématiquement, ils font en sorte qu'on industrialise. Donc maintenant, on a des modèles, on sait fichier plat, fichier temps réel, avec une file GMS, des appels d'API,
Voilà, les briques se montent comme ça. Et maintenant, à chaque fois, hier typiquement, j'ai eu un flux à mettre en place, ça m'a pris 3 heures, quoi. Le temps de me poser 2 minutes, de regarder le flux, de le spécifier, de le donner à quelqu'un. En fait, 3 heures plus tard, c'était en prod, il s'était chargé, terminé. Avant, je vous raconte même pas le temps que ça pouvait prendre pour mettre en place avec toutes les étapes. Donc ça, je parle dans la roadmap parce qu'il y a tout l'aspect organisationnel qui vient se mettre en place en fait derrière. Et ça structure, et ça déstructure, et il faut se restructurer. C'est un peu le problème parce que nous, on a quand même... moi, je faisais partie des études, il y avait les équipes de développement, il y avait l'intégration, la prod, avant passé par toutes ces étapes-là. Maintenant, on fonctionne avec un mode DevOps, en fait. Et en fait, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Donc, le problème, c'est qu'on a pu embarquer une partie des gens, mais encore toute une partie des gens qu'il va falloir réorganiser et voir comment on implémente tout ça. À côté de ça, quand je dis mettre en place la structure de l'ensemble du cloud, enfin de comment on structure les projets, les dossiers, il y a tout l'aspect RGPD. Parce que nous, en fait, on bénéficie de tout ce qu'on a mis en place aussi au niveau du Data Lab, enfin, la version avant sur du on-premise, à savoir que tous les mois, nous déjà, on a des réunions avec le juridique, on baigne dedans, tous les gens qui travaillent, même les gens côté dev, côté métier, tous les gens qui travaillent sur le sujet, ils sont sensibilisés à la RGPD. Et nous, en plus, à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, que ce soit en data, que ce soit en traitement de la donnée et la restitution et qu'est-ce qu'on en fait, systématiquement, on le fait valider par le juridique et on travaille avec le juridique. J'en parle parce que c'est directement dans la construction même du cloud, en termes des droits, de la gestion, de tout ce qu'on doit mettre en place en termes d'organisation, c'est hyper structurant. Parce que quand la CNIL arrive, il faut être capable de leur dire, bah voilà, il y a X personnes qui accèdent à ça, c'est pour faire ça, voilà les données, combien de temps on les garde, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça, c'est dans la construction même au départ. Si vous ne le faites pas, bah forcément après il y aura du rework derrière et il y aura forcément des failles dans tout ça. Voilà, donc nous, c'est charger de la donnée, mettre à disposition, il y a tous les aspects, mais je vais rendre la main après à Rabi, sur toute la partie aussi acculturation et toutes ces choses-là. Parce qu'avant, nous, on avait Data Lab, c'était égal Data Scientist, donc, et après, tous les autres personnes, que ce soit des Data Miners, enfin j'en passe, tous les autres utilisateurs, eux utilisaient en fait d'autres outils en fait, pour croiser la donnée. Maintenant, on n'a plus qu'un seul outil et un seul point d'entrée. Donc il y a toute cette organisation-là à mettre en place. Et après, nous, d'un point de vue technologique, il y a aussi tous les aspects temps réel et toute la mise à disposition d'applications tierces avec des API REST et ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est là, dans les 3 mois qui viennent, c'est un peu le sujet du moment là, pour arriver à mettre en place ce genre de choses. Et puis après, continuer à enrichir le data lake. Alors pas l'enrichir pour l'enrichir, hein. À chaque fois, il faut qu'il y ait des use cases associés. Ça, c'est une des clés, hein. Nous, on l'avait appliqué dès le départ, en fait, hein, ce principe-là. S'il n'y a pas un use case qui est validé et qu'on doit mettre en place, on ne mettra pas de la donnée pour mettre de la donnée pour se dire qu'on a la donnée parce qu'un jour on pourra faire une analyse ou quelque chose. Non, on alimente de la donnée, on dépense de l'argent pour répondre à un besoin et à un use case. Ça ne sert à rien. Et vu maintenant le temps et le délai pour mettre en place un flux de données dans le data lake, ça ne sert à rien d'aller dépenser cet argent-là pour charger de la donnée qu'il faut maintenir, qu'il faut encore expliquer par rapport à RGPD, à la CNIL. Tout ça, c'est bon, quoi. Faut se concentrer sur la valeur qu'on souhaite avoir. Je m'arrête. Complètement en phase avec ce que Marc disait. Je pense qu'en amont, ce qui est prioritaire, c'est d'impliquer tous les métiers. Le data lake, notre data lake, ce n'est pas qu'un sujet technique, ce n'est pas qu'un sujet de data scientist. C'est primordial d'emborder toutes les directions. Après, dans la roadmap et comment on va essayer de faire vivre notre data lake, puisque là, on est, j'ai envie de dire, au début du commencement. C'est complètement ce que disait Marc. Nous, on a fait un peu une liste au Père Noël en disant voilà les données qu'on souhaiterait intégrer dans le data lake et à chaque source de données qu'on avait identifiée, on avait un besoin métier auquel il répondait. On avait un use case ou bien un enrichissement de use case existant qui pouvait justement bénéficier de cet enrichissement de la data. Et l'autre point important finalement, c'est la priorisation. Aujourd'hui, on a notre liste au Père Noël. Il va falloir commencer à intégrer les nouvelles sources de données. Là, on est très focus first party data. Si on commence à intégrer des données qui sont second ou third party, quelle est la priorité? Et pourquoi aujourd'hui c'est prioritaire d'intégrer les données météo pour mieux expliquer oui, il faut encore le dire, que c'est important d'intégrer les données météo pour expliquer les performances d'un groupe tel que les Galeries Lafayette. Donc c'est tout ce travail finalement de communication avec les équipes IT qui seront en charge de brancher les flux, de mettre en place les connecteurs, mais aussi ce besoin de communication avec le métier, puisque nous on sert le métier et on a besoin d'avoir de la visibilité sur les enjeux, sur les points sur lesquels ils sont en train de bloquer, sur les sujets critiques pour les mois, les années à venir.
Et construire cette roadmap de priorisation en accord avec les métiers et l'IT, c'est un vrai challenge, mais c'est nécessaire. Alors, mon point de vue, il est similaire, mais il faut bien faire attention quand on dit cloud, pas cloud aussi. En fait, il ne faut pas oublier que mettre en place une archi cloud, on va rencontrer quand même des problématiques qui sont assez similaires à mettre en place une archi classique. Voilà. Si vous avez déjà quelque chose, ma première chose, c'est regarder l'existant, parce que vous avez déjà un existant. La migration que vous allez devoir faire pour passer sur le cloud, oui, vous allez avoir des facilitateurs, et c'est ce qu'on dit souvent, beaucoup de facilitateurs, d'accélérateurs, ainsi de suite. Par contre, l'existant va quand même vous imposer quelque chose, notamment dans la phase de transition entre l'un à l'autre. Ça, c'est la première chose. Quand on regarde aussi sur le cloud, la deuxième chose à faire, c'est en effet regarder ce qui est disponible, ne pas réinventer la roue. Ça, c'est une deuxième chose quand on va se dire, est-ce que j'ai envie de sortir de ce que j'ai aujourd'hui, de mon archi, mon infra on-premise, ou est-ce que j'ai envie de choisir aussi on-premise et cloud, parce que là, on vend beaucoup de cloud aujourd'hui, mais il y a des clients qui resteront on-premise, notamment par des contraintes légales, potentiellement, pour travailler dans l'automobile et dans l'assurance. Dans l'automobile, on a beaucoup de liberté qu'on n'aura pas du tout dans l'assurance. Donc ça, il faut vraiment le regarder aussi en amont, avant de se dire qu'est-ce qu'on passe. Et si jamais on ne peut pas tout passer sur le cloud, la bonne décision souvent, c'est d'en passer une certaine partie. Et en fait, là-dessus, on va gagner, là-dessus, on va accélérer. Donc regardez l'existant. C'est important. Une fois qu'on a vu ce qui était possible de faire dans le cloud, ça a été le deuxième point. Le troisième point, ça va être s'équiper des bonnes compétences, parce que les compétences ont changé, où des gens doivent se former, entre guillemets. Même si c'est plus simple, le cloud, ça facilite des choses, on a besoin de se former. Sur GCP, typiquement, vous me parlez aujourd'hui de GCP, je ne suis pas sûr d'être ultra performant, alors que sur Amazon, j'ai aucun problème. Donc quand on est cloud, il y a aussi il y a plusieurs solutions, plusieurs acteurs, c'est important de se former. Et puis la dernière chose, et je vais encore donner la dernière question, mais c'est mesurer le ROI. On parle de projet data dans le cloud. Le cloud, c'est bien en effet parce que c'est moins cher à court terme. Est-ce que c'est pas plus cher à court terme? C'est des questions qu'il faut se poser. Quel est mon ROI? En effet, en testant rapidement avec 5 €, ça permet souvent d'éliminer quelques projets, mais pas tout le temps en entier. Voilà, on va peut-être tester 5 €, puis 10, puis 15, puis on va se rendre compte est-ce que j'ai du vrai ROI. Et je dis souvent, pour parler des projets data science, la data science, c'est une suite en fait de l'étude quantitative de la donnée. Donc en fait, il faut vraiment faire un effort pour mesurer ce ROI de manière quantitative. Voilà, on peut encore plus le faire qu'avant, où avant on avait un ensemble de panels de coûts qui étaient très compliqués à mesurer. Est-ce que mon cluster Hadoop, il est sur 25 projets, du coup je divise comment mon coût de mon cluster Hadoop? C'est impossible. Aujourd'hui, vous allez définir une machine pour un sujet, vous allez utiliser une brique cloud pour un sujet, on peut vraiment plus mesurer ce ROI. Donc je pense que ça, c'est la dernière étape à faire encore plus qu'avant. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yvan? Alors sur le plan, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dis juste quelque chose qui m'a interpellé, c'est faire travailler les équipes ensemble et pas en silo en fait, parce que c'est quelque chose d'assez important pour bien démarrer. Il n'y a rien de pire qu'en fait que les équipes techniques partent dans un sens et qu'on se rende compte 3 mois plus tard qu'en fait c'est pas adapté au métier en fait. Alors merci beaucoup pour cette transition habile vers la question autour de la gouvernance. En fait, il y avait une question aussi, on a entendu parler de droit d'accès, de sécurité et de privacy, du coup RGPD. On a entendu parler d'autonomisation d'un certain nombre de métiers, au-delà de la data science. On a entendu parler de silos, puisque c'est quand même une réalité encore aujourd'hui très souvent. Et on a entendu parler surtout des tensions qui peuvent potentiellement exister entre des roadmaps IT existantes, des besoins métiers et business. Dans quelle mesure est-ce que le passage sur le cloud, ça vous a obligé à penser ou à repenser votre gouvernance autour de la data, et du coup, cette manière de travailler aussi autour de la data ensemble et potentiellement moins en silo? Dans quelle mesure est-ce que ce passage sur le cloud, ça a été un catalyseur de cette réflexion autour de la gouvernance data? Alors, j'ai plusieurs trucs en tête. Déjà, depuis tout à l'heure, je voulais rebondir, parce qu'on n'arrête pas de dire... l'idée, c'est aussi de rendre, dans la gouvernance, dans l'accès à la data, de rendre les gens autonomes. Ça ne veut pas dire que ça devient open bar et que ça devient... je ne le dirai pas, mais vous l'avez compris. En fait, concrètement, là maintenant, on est dans une phase, nous, en fait, on a construit notre data lake, on le met à disposition, il y a des utilisateurs qui arrivent. Par contre, on est en train de rajouter beaucoup de choses en termes de supervision et de contrôle.
C'est-à-dire que la facturation, les gens, justement, il faut leur trouver le juste milieu, le bon ratio, entre les gens, on leur laisse faire ce qu'ils veulent, et du coup, enfin ce qu'ils veulent, entre guillemets, encore une fois, mais on leur laisse la possibilité, et on fait sauter ces freins, et les gens, un data scientist qui a envie de faire un truc sur une journée, il y va, on peut vérifier. Par contre, nous, derrière, on a mis les systèmes en place qui permettent de contrôler par équipe. C'est pour ça qu'il faut mettre toute une gouvernance en termes d'équipe, en termes de projet, en termes de profil. Ça va au-delà des droits et des rôles et toutes ces choses-là. Mais en fait, nous, on les suit aussi. On leur met des alertes. Et justement, il faut sensibiliser les gens justement à l'usage qu'ils font les GCP, parce qu'en fait, ce qui nous coûte, c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, c'est ça. Là, les gens, maintenant, moi, on me dit, tiens, on a reçu une alerte, on a atteint 50% du budget à telle date. Bah, c'est bien, les gens ils commencent à comprendre et du coup on responsabilise. Moi par exemple à un moment au tout début du projet tout passait par moi en termes de droit. Maintenant non, il y a des responsables de dossiers, d'équipes, c'est eux qui gèrent leurs équipes et c'est eux qui reçoivent leurs alertes. Et quand on va faire, après il faut mettre une gouvernance plus globale au niveau de GCP pour pouvoir regarder l'ensemble des consommations par exemple. Et nous, on devient une brique en fait dans cette histoire-là. Mais pour autant, chacun est responsable. Donc il faut responsabiliser les gens, il faut les accompagner pour qu'ils comprennent tous les tenants et les aboutissants. Et ça, pour moi, dans la gouvernance, pour l'utilisation dans le cloud, en tout cas nous, sur notre partie à nous, c'est structurant. Il faut que les gens ils soient formés et qu'ils comprennent que le mode de consommation de données. On paye, enfin nous on est facturé à la consommation et non plus les gens ils peuvent lancer des trucs pendant 2 jours et de toute façon ils s'en fichent, hein, c'est les serveurs, ils sont payés et puis voilà quoi. Donc ça c'est super structurant. Et puis après il y a tout ce qui tourne autour de RGPD et ce genre de choses quoi. Et après, nous, il y a tous les aspects aussi de gouvernance entre, pareil, d'un point de vue IT, tout ce qui est les équipes DevOps, vu qu'on est en train de changer, l'intégration n'existe plus vraiment en tant que telle. La prod existe encore sur certains côtés legacy, mais côté GCP, nous, on va jusqu'en prod, on fait vraiment du bout en bout. Quoi. Mais du coup, il y a toutes ces questions-là en termes de gouvernance qui doivent encore... Une réflexion à avoir autour du changement de l'organisation dans les équipes. Ah bah oui, forcément. Oui, forcément. Et après, nous, moi, j'en parle même plus parce que pour moi, c'est une évidence. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Yvan, il y avait aussi le côté où on était une équipe. Donc il y a des data scientists, il y a des data ingénieurs. Voilà, on travaille ensemble en fait. Et là-dessus, on a encore nous un petit peu de mal parce que derrière. Des fois, on nous redit, vous êtes IT, vous êtes plutôt marketing, ce genre de choses. Mais en fait, ce qu'a fait la réussite et qu'on a vraiment bien vu au niveau du Data Lake, concrètement, c'était vraiment cette synergie qu'on avait à tous travailler ensemble. Et du coup, on tombe les frontières. J'arrête. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Marc dit. De toute façon, c'est l'IT qui est en charge de toute la question de la gouvernance de la data. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des projets. Et du coup, un certain nombre d'utilisateurs auront accès à tel projet sur lesquels ils peuvent justement s'amuser, des petits bacs à sable dans lesquels chacun s'amuse. Et on part du principe que les gens qui avaient accès dans les anciens systèmes à telle ou telle typologie de données continueront à avoir accès à ces données-là au sein du Data Lab, du Data Lake. Mais après, la question, c'est toute une gestion finalement des accès des différents utilisateurs en fonction des niveaux de compétences aussi, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser, entre guillemets, tout le monde requêter avec du BigQuery dans le Data Lake, parce que tout le monde n'est pas formé à du SQL, mais c'est aussi une question de validation où les membres du COMEX ou bien les directeurs des différents départements doivent justement valider qui peut avoir accès à quelle typologie de données. Et on se repose finalement des questions qu'on ne se posait pas avant, puisqu'avant, il y avait des outils, on savait à qui on attribuait l'accès sur tel ou tel outil. Aujourd'hui, comme on dit qu'on a un grand réceptacle et que potentiellement tout le monde pourrait avoir accès, on commence à mettre un peu plus de garde-fous. Adrien ? Non, mais pas beaucoup plus de choses. Juste pour dire que niveau gouvernance, pour moi, ça change pas tant que ça qu'avant. En fait, en plus, la complexité qu'on a en plus, c'est qu'on peut avoir une accélération en fait des use cases, une accélération de la mise en prod de certaines choses, et donc on peut se laisser assez vite dépasser par la gouvernance. Heureusement, côté cloud, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour faciliter cette gouvernance, mais ça va rejoindre en fait ma réponse d'avant, c'est que en termes de compétences, c'est un petit peu différent. On a accéléré les process, on a accéléré la gestion de données. On a accéléré la mise à disposition via des outils ou via des solutions. Du coup, la gouvernance, ça doit suivre derrière, mais la gouvernance, ça reste une gouvernance qui va être humaine. On n'a pas encore trouvé de solution magique. Et heureusement, donc, les providers de cloud vont nous aider aussi à cette gouvernance. Mais c'est un point clé et un point clé humain. Voilà, c'est quand même un sujet qu'on a avant. Bon, on l'a toujours, il a changé, entre guillemets, mais il est toujours là, il est toujours aussi présent qu'avant.
Merci beaucoup. Moi j'avais une question en fait de vous voir tous réunis ici en tant que Presta, mais en fait je pense que ça va intéresser tout le monde. En fait on en a parlé un petit peu du côté sécurité et du côté, moi je vous ai dit, entre les personnes avec qui je travaille dans l'auto, on travaille aussi dans le voyage, j'ai quasiment aucun problème à leur proposer le cloud. Voilà, aujourd'hui c'est bon, c'est compris, on leur dit Amazon, ils connaissent, on leur présente quelles sont les mesures de sécurité sur Amazon et celles qu'on rajoute aussi, il n'y a pas de souci, en fait ça valide très très vite. Par contre, dans l'assurance, par exemple, ou dans la banque, on a beaucoup plus de mal. Sachant que nous, on ne travaille pas sur des données sensibles. On travaille sur des données qui vont être plus marketing-vente, qui ne sont pas non plus... voilà. Et la question que j'avais, c'est... alors, on peut peut-être commencer par quelque chose dans l'assemblée, mais qui est passé sur le cloud aujourd'hui dans l'assemblée? Alors, déjà, je demande dans l'assemblée. Donc on a beaucoup de secteurs. Et alors la question dans l'autre sens, qui n'est pas passé sur le cloud par des raisons plus de sécurité, plus que, on vous a montré que ça facilitait des choses, ça accélérait, et qui n'est pas passé sur le cloud à cause de ça, ou pas encore passé à cause de ça, est-ce que ça a freiné? Ouais, Natixis, ouais. Et donc c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment un point bloquant aujourd'hui? C'était ça un petit peu ma question, sachant que nous, quand on en discute, ça devient souvent un point bloquant, de moins en moins. Mais est-ce que pour vous, vous pensez que ça va, c'est juste une question de temps, 6 mois, 1 an, et puis ça va être passé, ou est-ce que c'est toujours aussi bloquant pour vous? On étudie la possibilité d'y passer actuellement, sachant que déjà sur notre solution, on a un ou plusieurs plateformes cloud chez nous. Enfin, on a un cloud privé et puis on a un cluster, 3 clusters même, et sur lequel on ne stocke pas de données PCI DSS par exemple. Les numéros de carte bleue, on les tokenise avant de les envoyer par exemple sur notre plateforme. Donc dans notre data lake, on ne stocke pas de PCI DSS au niveau criticité, on est un petit peu en dessous. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème à passer sur du cloud, mais on se pose quand même des questions, effectivement. Et la GDPR qui nous a posé énormément de problèmes. C'est pour ça que j'étais très attentif à ce que vous disiez. Parce que sur les garde-fous, faire attention aux régions, par exemple. Ouais. Exactement, ouais. Sachant qu'on ne stocke aucune donnée personnelle sur le cloud, bien évidemment. Toutes les données qu'on a sur le cloud sont pseudonymisées et du coup, toutes les données personnelles de nos clients sont en local. C'est vrai que l'arrivée de la GDPR nous a quand même pas mal transformé notre infra. Merci beaucoup.